privilège de vous présenter donc le docteur Vincent Renaud, conférencier renommé. On le voit bien derrière. Oui, on te voit un peu partout dernièrement. Je te suis quand même, il ne faut pas croire. On le voit partout. Donc, bon, docteur en médecine, évidemment. Mais surtout, si je peux me permettre, c'est vraiment une ponte de la connaissance par rapport à la phytothérapie, l'aromathérapie, la micronutrition. Je crois que j'ai suivi quelques-uns de tes soirées conférences en micronutrition. C'est très intéressant. C'est un puits de connaissances. Ne perdez pas un seul mot de ce qu'il dit parce que vraiment, moi, à chaque fois que je l'écoute, même si je l'ai déjà entendu plusieurs fois, je redécouvre des choses et je suis toujours aussi passionné de le réécouter et d'entendre ce qu'il a à dire. Donc, les filles, puisqu'il n'y a pas de garçons, hein, soyez attentives. Il n'est pas seulement beau gosse, mais en plus, il est aussi intelligent et avec une belle connaissance. Tu vas me faire rougir, là. À toi de jouer, Vincent. Eh ben, merci en tout cas, Mimo, pour cette très belle introduction, cette très belle présentation. Et on va pouvoir attaquer. Donc, on avait discuté effectivement. Donc, merci Mimo et puis merci Alexandra surtout, vous deux, pour ce superbe congrès. En tout cas, un programme bien alléchant auquel je n'ai pas eu l'occasion de trop participer parce que j'ai suivi quelques conférences, mais je travaille beaucoup dans la semaine. Mais je les reverrai en replay avec plaisir. Et donc là, j'ai le grand honneur et le privilège de vous parler d'hormones. On avait fixé 2 thèmes avec Alexandra. Elle voulait que je vous parle un peu de phyto et d'hormones parce que c'est un sujet, je pense, qui vous passionne, qui passionne mesdames, mais aussi messieurs. Donc, j'espère qu'il y a des messieurs qui nous écoutent puisqu'on va parler un peu d'eux aussi. Hein, on va faire de la mixité, c'est important. Et je sais que c'est un sujet assez compliqué. Donc, je vais commencer par quelques rappels de manière à quand même dresser un petit peu le tableau, que vous compreniez un petit peu jusqu'où on peut aller en phytothérapie par rapport aux dysfonctionnements hormonaux. Donc, juste le petit clin d'œil, c'est le livre qui est sorti déjà, ça fait déjà 2 ans en fait, avec Véronique Liès. Nous avions écrit ce livre, Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie. Et je suis ravi d'apprendre par certains de mes confrères et aussi beaucoup de vous naturopathes qu'il fait partie de vos livres de chevet. Donc, ça fait toujours plaisir de savoir que le soir, avant de vous endormir, vous feuilletez ce livre sur les hormones. On l'a fait en partie pour ça, pour les professionnels de santé, plus que pour le grand public, parce qu'effectivement, il est quand même un petit peu technique. Maintenant, il y a des gens du grand public qui ont déjà un très bon niveau. Je le constate tous les jours au cabinet avec mes patients qui vont sur Internet et qui s'intéressent de plus en plus à la micronutrition et à la naturopathie. Donc, le sujet, évidemment, c'est de parler d'hormones. Bon, rapidement, mon CV, je l'avais déjà présenté lors de mes classrooms, mais juste rappeler qu'effectivement, comme disait Mimo, j'ai plusieurs casquettes, micronutrition, médecine fonctionnelle, phyto, aromathérapie, hormononutrition. Voilà un peu pour mes différentes fonctions et je suis aussi enseignant dans différents diplômes universitaires, en particulier la faculté de médecine de Grenoble, que je remercie parce qu'ils ont une très large ouverture sur la médecine fonctionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas dans les facultés de médecine et de pharmacie. Et donc, on a la chance de pouvoir parler de médecine fonctionnelle, de naturopathie dans le cadre d'une université de médecine, ce qui est quand même un grand privilège. Bon, après, j'ai effectivement aussi écrit un livre sur la candidose. On en dira 2 mots demain puisque je fais une présentation sur le SIBO, mais forcément, SIBO, SIFO, on parlera aussi, bien sûr, des dysbioses fongiques, donc je dirais peut-être quelques mots sur la candidose, mais le sujet est déjà tellement dense par rapport au SIBO, le sujet de demain, que je ne m'étendrai pas trop sur le Candida albicans, mais le livre Candida albicans chez Alpen est toujours disponible, avec les recettes toujours intéressantes pour les patients qui sont un petit peu désarçonnés quand on leur propose une alimentation anti-candida. Alors, pour parler d'hormones, je voulais faire quand même une petite introduction et donner quelques définitions parce que souvent, c'est un petit peu flou dans l'esprit des gens. Bon, déjà, ça vient du mot hormone qui veut dire excité. Donc, je ne vais pas faire offense à Mimo qui connaît bien ce terme. Hormone, ça vient évidemment du grec excité, molécule messagère qui, produite par le système endocrinien, va répondre par un stimulus. En fait, il faut vraiment imaginer que c'est un messager. Toutes nos hormones vont envoyer un signal vers d'autres cellules cibles de manière à communiquer et à transmettre un message dans un but fonctionnel et adaptatif. Elles sont déversées, bien sûr, dans le sang, elles circulent via des transporteurs et ensuite, elles vont exercer un effet sur les tissus cibles qui vont être évidemment la cible de ces messagers
qui communiquent donc d'un tissu à l'autre. Donc, en gros, les hormones, ça a des fonctions de reproduction, de développement sexuel, bien sûr, de développement aussi embryonnaire, sur la croissance, sur les défenses contre les agressions physiques et le stress, mais aussi dans le système immunitaire, donc pour les défenses immunitaires. Les hormones ont des fonctions importantes dans toute la régulation hydroélectrique, ou hydroélectrolytique plutôt, et le contrôle aussi de la concentration en éléments nutritifs au niveau des tissus et des cellules. On sait qu'on a des hormones du métabolisme, l'insuline par exemple, qui est une hormone anabolisante qui permet le stockage des éléments nutritifs, donc de mettre en réserve de l'énergie. Et puis on a des hormones plutôt catabolisantes qui vont détruire, qui vont, on va dire, altérer les tissus, comme le cortisol ou les hormones thyroïdiennes qui vont augmenter le métabolisme cellulaire. Donc on verra que dans ces hormones, on a des hormones qui vont plutôt agir vers le stockage et la réparation des tissus et d'autres plutôt vers la destruction. Et c'est cet équilibre entre les deux hormones qui va nous permettre d'entretenir un état de santé, une homéostasie optimale au niveau endocrinien. Le système endocrinien communique les uns avec les autres. On a des systèmes endocriniens hormonaux classiques. Ce sont nos hormones principales qui, elles, ont une action lente, mais qui dure dans le temps, que ce soit le cortisol, l'aldostérone, la testostérone, etc. Et puis, dans le système nerveux, on a aussi un système endocrine très important qu'on appelle les neuromédiateurs, mais qui répondent à un influx nerveux et qui ont une action rapide et brève. On connaît la sérotonine, la dopamine, le GABA. Ça fait partie de tout le système neuro-endocrinien. Et on sait que la phytothérapie est très précieuse dans cet axe neuro-endocrinien. Donc, vous voyez déjà, pour dresser un petit peu la différence des deux systèmes, que ce soit le système endocrinien classique, la thyroïde, le pancréas avec l'insuline, les surrénales avec le cortisol, et le système nerveux avec les neurohormones. Les deux interagissent les unes avec les autres, et ça, c'est très important à comprendre, en particulier dans le stress. On sait très bien que sérotonine, dopamine communiquent avec les surrénales pour produire du cortisol ou de l'aldostérone. Alors, la plupart de nos hormones appartiennent à trois grands groupes, à trois grandes familles. La première, celle qu'on connaît bien, qui sont les hormones stéroïdes qui vient de cholestérol. Les dérivés d'acides aminés, c'est les neuromédiateurs. On sait par exemple que la sérotonine est fabriquée à partir du tryptophane, que le dopamine est fabriqué à partir de la tyrosine. Et puis ensuite, on a des hormones qui sont de véritables protéines, des chaînes de polypeptides de plusieurs acides aminés, donc comme l'insuline par exemple, qui contient 51 acides aminés, comme la TSH, qui est une hormone hypophysaire qui stimule la thyroïde, qui est aussi évidemment un polypeptide. Donc les peptides, ils sont de plus ou moins longue chaîne selon leur activité au niveau du signaling hormonal et ils sont sécrétés toujours à l'origine par une glande, véhiculés dans le système vasculaire sanguin et transportés par des transporteurs qui sont souvent des protéines comme de l'albumine par exemple, pour aller agir vers des tissus cibles. Les dérivés d'acides aminés, on sait très bien qu'ils viennent de nos protéines alimentaires, de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers et puis les protéines végétales comme bien sûr les légumineuses, le soja, etc. Donc ça, on en a besoin pour fabriquer des catécholamines, dopamine, adrénaline, sérotonine, etc. On en a besoin pour fabriquer les indolamines, sérotonine et mélatonine, ou pour fabriquer nos hormones thyroïdiennes. Il faut de la tyrosine, qu'on trouve aussi bien sûr pour les catécholamines, puisque les acides aminés ont souvent plusieurs fonctions. La tyrosine est précurseur, par exemple, de la dopamine, mais précurseur aussi des hormones thyroïdiennes. Et la tyrosine est aussi précurseur de la mélanine, qui est cette hormone qui, évidemment, est stimulée par le soleil au niveau cutané, par les mélanocytes. Les peptides, ce sont des grandes familles d'hormones. La TSH, la FSH, la LH, c'est des hormones lutéinisantes ou follicular stimulating hormones, les hormones de croissance. Ce sont là, cette fois-ci, des hormones, des chaînes de protéines beaucoup plus longues. Ce n'est pas un acide aminé, mais c'est des polypeptides. Et puis, par exemple, l'insuline, je vous l'ai dit, c'est la protéine, c'est l'hormone protéique qui est la plus longue au niveau des chaînes d'acides aminés, puisqu'elle contient 51 acides aminés. Donc, les hormones qui prennent une source par les acides aminés ou les protéines n'auront pas les mêmes précurseurs. Et bien sûr, les conseils nutritionnels que vous allez apporter à vos patients lors d'un déficit en dopamine, en sérotonine, en catécholamine en règle générale ou en mélatonine
seront pas les mêmes que si vous avez un patient qui est déficitaire en œstrogène, en progestérone, en prénénolone ou en DHEA. Et là, pour ces hormones dites stéroïdes, il faudra apporter du cholestérol, donc du jaune d'œuf en pratique, puisque c'est là où on en trouve le plus. Je précise que le cholestérol est produit par le corps à plus de 80%. Nous le fabriquons dans le foie et dans les organes sexuels, puisqu'il est vital pour la reproduction, pour la synthèse des hormones stéroïdes. Vous voyez que le noyau-stérol, ici, c'est le précurseur de toutes nos hormones. C'est cette enzyme c'est cette molécule, extrêmement importante. J'ai mis un petit cristal parce qu'elle cristallise facilement. C'est elle qui est à l'origine des lithiases biliaires si elle n'est pas bien émulsionnée, si elle n'est pas bien solubilisée lors de son élimination par les selles biliaires au niveau du foie, elle peut donner des calculs. C'est le seul inconvénient, on va dire, du cholestérol. En dehors de ça, on en a un besoin vital, pas que pour les hormones stéroïdes d'ailleurs, mais aussi pour la vitamine D et aussi pour toutes les membranes au niveau du cerveau, puisque c'est elles qui forment le pont au niveau des membranes lipidiques de nos neurones, de manière à maintenir une intégrité des cellules neuronales et une bonne communication synaptique. Donc, attention au danger, les gens qui n'ont pas assez de cholestérol vont avoir des difficultés à produire ces hormones si précieuses. Voici ici le cholestérol, précurseur de la cortisone, de la progestérone, des œstradiols, de la testostérone. Et c'est grâce au cholestérol qu'on a cette symphonie hormonale. Et attention aux médicaments, en particulier les statines, qui, donnés de manière excessive, voire abusive, voire à des trop forts dosages, vont bloquer cette synthèse endogène de nos hormones stéroïdes. Alors, voilà comment ça se passe un petit peu, cette stéroïdogénèse. On y reviendra par rapport à la prise en charge en phytothérapie. Il faut connaître un petit peu l'origine de ces hormones si on veut savoir quelles vont être les cibles. Alors, je prendrai des exemples concrets pour que vous compreniez mieux comment on peut agir sur le cortisol, comment on peut agir sur la testostérone, comment on peut agir sur les œstrogènes, la progestérone. On a évidemment une pharmacopée en phytothérapie extrêmement riche et on sait qu'on a des composés, des phytohormones, comme on les appelle, qui reproduisent les effets du cholestérol et qui vont permettre de copier, par exemple, nos œstrogènes et faire des phytoœstrogènes, d'avoir aussi, le monde végétal est très riche en plantes qui peuvent aussi avoir des effets progestérone-like, copier la progestérone, copier donc les œstrogènes, copier la testostérone, dont on le verra sur certaines plantes, qui contiennent ce qu'on appelle des saponines, qui sont des substances extrêmement riches et précieuses pour la synthèse des hormones androgéniques. Et puis, pareil pour le cortisol, on a des plantes, on parlera de l'ashwagandha, du ginseng, des plantes qu'on appelle adaptogènes, qui vont reproduire les effets du cortisol. Donc, on voit bien que le règne de la phytothérapie et des plantes est très proche du règne humain, à quelques molécules près, à quelques atomes près, finalement, on peut se substituer par rapport à cette structure moléculaire qu'est le cholestérol. Il ne faut pas que du cholestérol pour faire des hormones stéroïdes, il faut aussi des bonnes mitochondries qui travaillent bien, qui bossent. Je vous rappelle que la mitochondrie est au cœur de la production d'ATP, c'est elle qui permet la production d'énergie au niveau de nos cellules, ce qu'on appelle la respiration aérobie mitochondriale. Elle est nécessaire et vitale, cette mitochondrie. On en a entre 1000 et 1500 dans les cellules, mais elle est aussi très importante, la mitochondrie, pour la synthèse de nos hormones stéroïdiennes. Et vous voyez ici que le cholestérol, grâce à une protéine de transport, ici, STAR, stéroïdogénique acute regulatory protein, elle va rentrer dans la mitochondrie pour faire ensuite le précurseur, pour synthétiser cette symphonie hormonale, en commençant par la prénénolone, si vous voyez ici. La première hormone qui va sortir de votre mitochondrie, c'est la prénénolone. Donc, cholestérol, ensuite prénénolone. Donc, un moyen simple de savoir si vous avez des mitochondries qui fonctionnent bien, c'est de doser la prénénolone et de doser votre cholestérol. Si le cholestérol est haut et la prénénolone basse, ça veut dire que la mitochondrie ne travaille pas assez. Donc, il va falloir regarder au niveau des hormones thyroïdiennes. Je rappelle que toute hypothyroïdie, à T3 basse en particulier, va donner des hypercholestérolémies. La raison étant que le manque d'hormones thyroïdiennes empêche le cholestérol de rentrer dans la mitochondrie afin de produire vos hormones stéroïdiennes. Donc, la première chose, quand vous avez un taux d'hormones stéroïdes bas, un cholestérol élevé, dosez la T3, la TSH bien sûr, mais surtout la T3 et la T4, faites des ioduries les 24 heures, parce qu'avec ça, vous savez déjà comment agir en amont. C'est peut-être même pas la peine d'aller donner des phytohormones ou des phytoœstrogènes,
déjà booster votre T3 en apportant des composés phytoactifs dont on parlera bien sûr durant cette conférence. Donc, comprenez bien que la thyroïde reste quand même le chef d'orchestre. On le voit ici sur cet exemple. Ensuite, les hormones, une fois qu'elles ont été produites, sous l'effet d'un stimulus externe, qui peut être le stress, qui peut être évidemment la nutrition, qui peut être aussi le système immunitaire ou d'autres systèmes environnementaux, va activer un processus au niveau de la glande qui va synthétiser nos hormones, qui va ensuite les excréter directement dans la circulation sanguine et ensuite, grâce à un transporteur, ces protéines libres, ces hormones libres vont être ancrées sur un transporteur et vont former un complexe hormone-récepteur et ensuite vont aller activer des récepteurs périphériques vers des cellules cibles. Il est très important, quand vous faites du dosage hormonal, c'est de doser toujours la forme libre, par exemple la testo libre, ça c'est intéressant, et doser aussi la protéine de transport, parce que on voit bien que si vous avez une protéine de transport qui est très élevée, vous aurez moins de forme libre et donc votre hormone sera moins active. Et en phytothérapie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer sur la sensibilité, sur les récepteurs et optimiser l'activité de certaines hormones. On sait que par exemple le DALA, le déficit androgénique lié à l'âge, ou andropause, c'est tout simplement une augmentation du complexe hormone-récepteur, donc la testostérone reste accrochée à son récepteur, et du coup on a un taux de testostérone libre, qu'on appelle aussi bio, qui est moins élevé, et donc moins actif sur nos récepteurs périphériques, que ce soit musculaire, cérébral, psychologique ou sexuel. Donc, tout ce signaling qui se passe de la glande vers les tissus périphériques en passant par les transporteurs est très important et vous comprendrez mieux, si vous faites de la biologie hormonale, pourquoi il est important d'avoir plusieurs marqueurs, que ce soit libres, biodisponibles ou liés à leur transporteur. Ensuite, une fois que l'hormone arrive sur son lieu d'action, elle va s'ancrer sur un récepteur, c'est un système clé-serrure. Alors ici, on voit l'exemple par exemple de l'insuline. L'insuline s'ancre sur un récepteur pour faire rentrer le glucose dans les cellules, comme les cellules graisseuses, comme les cellules cérébrales, comme les globules rouges, comme le foie, etc. Alors la spécificité des hormones stéroïdes, c'est qu'elles sont construites à partir du cholestérol, donc elles sont huileuses, elles sont liposolubles. Donc, elles ne vont pas s'ancrer sur un récepteur membranaire, elles vont pénétrer dans la cellule, au niveau du cytoplasme, elles vont s'ancrer sur un récepteur. Donc, les récepteurs des hormones stéroïdes sont intracellulaires, alors que les récepteurs des hormones peptidiques ou polypeptidiques, ou les récepteurs qui sont issus des acides aminés, seront périphériques, comme celui, par exemple, le récepteur de l'insuline. Il est localisé sur la membrane lipidique. Donc ça, c'est important. Donc tout ce signaling, synthèse du messager, transport du messager, réception sur une cellule cible, traduction du message, etc., et réponse du message, et ensuite élimination de l'hormone, se passe à peu près partout dans vos tissus. Que ce soit pour les œstrogènes, vous allez avoir tout ce système-là dans la glande mammaire, dans les ovaires, dans les surrénales et aussi dans le foie pour la détoxication de vos œstrogènes. Donc on comprend que ce signaling, il est très riche, très dense, et qu'une bonne nutrition, une bonne phytothérapie est la clé, bien sûr, d'une bonne hormononutrition, et c'est ce qu'on va voir, comment on peut agir justement sur le signaling. En endocrinologie, c'est-à-dire en hormonothérapie classique, on ne s'occupe pas de ça. En général, vous avez un manque en hormones, on va vous donner l'hormone. Nous, en hormononutrition, le principe, c'est au contraire d'apprendre à la personne d'utiliser les moyens naturels pour fabriquer soi-même son pain. C'est la différence évidemment entre nous, on achète le pain chez le boulanger, ou certains le fabriquent eux-mêmes avec de la farine, du sel et de l'eau. Et bien là, on va faire le boulanger, on va fabriquer nos hormones à partir des précurseurs, à partir des briques que nous apporte la nutrition et la phytothérapie. Ensuite, le contrôle de la synthèse hormonale, il se fait par des systèmes d'inhibition de stimulation. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de vannes qui vont s'ouvrir ou se fermer, qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle, qui va informer le cerveau, qui est la tour de contrôle, qui produit la TSH, la FSH, la LH, la growth hormone, etc., qui envoie un signaling vers les hormones périphériques. Mais lorsque la stimulation est arrivée à son seuil maximal, les hormones produites vont agir soit en stimulant s'il n'y a pas assez d'hormones, soit en inhibant si le taux d'hormones est suffisant. Donc, on comprend par exemple que dans l'hypothyroïdie, s'il n'y a pas assez d'hormones thyroïdiennes, on va augmenter la production de TSH. Vous allez avoir une TSH qui monte. Le cerveau va envoyer du signal
sur la glande endocrine périphérique jusqu'à ce qu'on ait atteint le seuil de T3, T4 suffisant. Et c'est important de bien comprendre l'analogie et le lien entre les hormones périphériques, donc toujours doser les hormones périphériques, T3, T4 libres par exemple pour la thyroïde, et l'hormone centrale, la TSH, qui commande la thyroïde et qui est l'hormone hypophysaire. Ensuite, on sait que ces hormones doivent être éliminées. Donc, on avait fait une classroom sur la détox. Ça, c'est très important. C'est le foie qui détoxifie 80% des hormones stéroïdes, puisqu'elles sont liposolubles. Les hormones non stéroïdes, c'est-à-dire issues des polypeptides, sont dégradées directement dans les urines et ne passent pas par une voie de détox hépatique. C'est le cas de l'insuline, par exemple. C'est le cas des hormones thyroïdiennes. Et vous pouvez doser la T3 urinaire. Vous pouvez aussi doser vos neuromédiateurs, faire des profils en neuromédiateurs dans vos urines, et vous allez voir l'évolution un petit peu de la sécrétion, sérotonine, dopamine, noradrénaline. La concentration hormonale dans le sang donc, dépend du taux de sécrétion de l'hormone et du taux de son élimination. Et c'est cette histoire, on va dire, de va-et-vient qui va permettre d'avoir une parfaite symphonie hormonale entre les tissus cibles et la glande d'où part le message. Les hormones sont ensuite éliminées, évidemment, au niveau hépatique et au niveau rénal. On sait que le corps va détoxifier les hormones stéroïdes, puisque ce sont des hormones liposolubles. Donc, les œstrogènes, la testostérone, la DHEA passent par une voie de détox hépatique pour être excrétées dans les urines ou éliminées par la vésicule biliaire. C'est ce système de détox que vous connaissez bien, qu'on peut activer par des plantes comme le chardon-marie, le chrysanthellum, le brocoli, l'artichaut, etc. Le cours aujourd'hui, c'est plus sur les hormones, donc je ne ferai pas la détox, mais pensez que si vous avez une accumulation de perturbateurs endocriniens, et c'est une des principales causes des pathologies hormonales actuelles, que ce soit les endométrioses, les syndromes ovaires polykystiques, les déficits androgéniques liés à l'âge, les problèmes de stérilité, et malheureusement, on sait qu'en 2050, un couple sur deux sera hypofertile à cause des perturbateurs endocriniens. Pensez que ces perturbateurs endocriniens, on peut les détoxifier, on peut éviter qu'ils s'accumulent. Ce n'est pas une fatalité, comme le disent les endocrinologues. On fait maintenant des expertises en médecine environnementale. Vous avez le professeur Sultan qui fait ça à Montpellier, qui est spécialisé des perturbateurs endocriniens et qu'il faut écouter dans ses conférences. Il fait des congrès dans le monde entier et il parle de cette voie de détoxification hépatique. Si vous voulez que vos hormones fonctionnent, il faut régulièrement faire une détox au niveau hépatique, mais aussi au niveau rénal pour éliminer ces perturbateurs endocriniens. Je rappelle le livre très intéressant de Barbara Domenex, Demain tous crétins. Et sinon, vous avez l'autre livre très intéressant, Cocktail toxique, qui parle de tout ça, des perturbateurs endocriniens, en particulier dans les hypothyroïdies. Donc, voilà un petit peu pour situer vos hormones. Alors, au quotidien, les hormones, comment on peut les moduler, comment on peut agir dessus? Eh bien, on sait qu'on a un chef d'orchestre, c'est la thyroïde, et les hormones hypophysaires et hypothalamo-hypophysaires. C'est l'axe hypothalamo-hypophysaire endocrinien sur lequel on n'a pas beaucoup de moyens d'action. Nous, on va agir plutôt sur les tissus périphériques en apportant des phytohormones. Mais on verra qu'on a quand même des cibles qui peuvent être intéressantes dans les mécanismes de feedback pour mieux agir sur les glandes sexuelles, par exemple. On va parler du déficit androgénique pour nous, les hommes, parce que c'est quand même un souci à partir de 50 ans. On va parler de la préménopause, de la ménopause des femmes. Et je vous donnerai quelques pistes intéressantes, mais en 3/4 d'heure, je ne pourrai pas détailler les protocoles de supplémentation. Mais toutes ces voies-là sont très intéressantes, que ce soit aussi dans le stress, comment moduler le cortisol quand on a des situations de stress chronique, comment moduler l'insuline quand on est en surpoids, diabète de type 2 ou insulino-résistant, etc. Et bien, toujours contrôler quand même, bien comprendre que la thyroïde est le chef d'orchestre et nos modes de vie, en particulier le sommeil, qui régule ce qu'on appelle le nictémère. Vous voyez que la mélatonine, c'est vraiment celle qui donne le là, qui régule. Donc, vous avez deux hormones importantes dans le contrôle des chronorythmes hormonaux, la thyroïde, mais aussi la mélatonine. La nuit, c'est fait pour dormir. Si on travaille de nuit, le travail posté, on va avoir du cortisol la nuit qui va faire grossir, qui va générer des maladies de civilisation, du burn-out et du stress chronique. Donc, il est important de respecter les cycles hormonaux parce que la nuit, on répare. Vous avez l'hormone de croissance la nuit. Les growth hormones travaillent la nuit pour réparer les tissus. Donc, la nuit, on fait de l'anabolisme et la journée, on fait du catabolisme avec du cortisol, avec des hormones thyroïdiennes. Je rappelle que la nuit, la T3, T4 sont basses, la TSH est basse et on fait le dosage le matin à 8 heures du cortisol, de la TSH, T3, T4 pour voir l'activité optimale. Par contre, des fois, c'est intéressant de demander un cycle
hormonal sur plusieurs heures dans la journée parce qu'il y a des fluctuations. On le voit dans les burn-out, on en parlera dans la fatigue surrénalienne par exemple, où on voit des pics de cortisol dans la journée, voire le soir. Donc, si vous avez un pic de cortisol vers 21h, vous ne pouvez pas trouver le sommeil. Donc, il va falloir prendre des somnifères. Et donc, vous rentrez dans l'engrenage des personnes au burn-out qui sont obligées de prendre des somnifères pour dormir parce qu'ils ont trop de cortisol le soir. Donc, on sait que le sport, par exemple, on ne va pas trop le pratiquer après 17h, 18h parce que ça fait monter votre cortisol. À partir de 20h, 21h, on fait des activités non stressantes. On fait un repas léger. On lit. On regarde éventuellement une émission, mais pas de film violent ou agressif, parce qu'on sait qu'il faut préparer nos hormones à nous endormir et à réparer nos tissus. Donc, nos modes de vie aujourd'hui ont complètement déphasé tout ça. On est dans du jet lag social, ce qui explique que souvent, on a du mal à s'endormir. On va se coucher vers 23h, vers minuit. L'idéal, c'est de se coucher à 22h, parce que la phase de récupération, c'est entre 22h et 2h du matin. Le pic de mélatonine, il est en général en milieu de nuit, vers 3h du matin. Mais vous allez avoir 50% de vos patients en burn-out ou en stress chronique qui ont des pics de mélatonine décalés aux alentours de 4-5 heures du matin. Et le matin, ils n'arrivent pas à se lever. Donc, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils font du café. Alors, le café le matin pour tenir le coup, le whisky avec le Lexomil le soir pour s'endormir. Et voilà comment on rentre dans une espèce de cercle vicieux, d'engrenage. Donc, il est très important de respecter ces chronorythmes et de redonner. Et là, c'est que de l'hygiène de vie. C'est des conseils à donner à vos patients. Là, il n'y a même pas besoin de donner de plantes ou de phyto. C'est d'essayer de réapprendre aux patients de se réapproprier leur chronorythme, que ce soit par une alimentation chrononutritionnelle, avec un bon petit déjeuner le matin. Alors aujourd'hui, c'est la mode du jeûne intermittent, donc tout le monde saute le petit déjeuner. Comme ça, on se lève plus tard. On gagne 5-10 minutes ou un quart d'heure sur le petit déj. Comme ça, on se lève. Allez, j'ai mon bus à 7h30, je me lève à 7h15, je saute dans mes habits. Et c'est comme ça qu'on se dérègle. Il vaut mieux se lever une demi-heure avant, prendre un bon petit déjeuner, un déjeuner léger, enfin un déjeuner normal, on va dire, et éventuellement un dîner très léger, voire pas de dîner. Donc, si on veut faire du jeûne intermittent de 16 heures, qui peut être intéressant, il vaut mieux évidemment sauter le repas du soir que le repas du matin. Parce que le matin, on a besoin de manger, on fait du catabolisme, on dépense la journée, on brûle grâce au cortisol, grâce aux hormones thyroïdiennes. La thyroïde travaille le matin, vous voyez ici, on a le pic de thyroïde, on a la testostérone le matin. C'est pour ça qu'effectivement, un des signes du déficit androgénique lié à l'âge, MIMO, c'est le défaut d'érection matinale. L'érection matinale chez les garçons, chez les hommes, c'est normal. C'est d'ailleurs le premier signe de pubertaire chez les garçons. Ça va être un pic de testo le matin, ça va être le pic de cortisol le matin. On voit bien que les hormones du catabolisme, elles sont au top le matin. Et le soir, au contraire, on va réparer. Donc, on va plutôt aller vers une fin de journée où on ne mange pas trop. On ne va pas stimuler l'insuline le soir. On ne va pas stimuler les hormones de croissance. On ne va pas stimuler le cortisol 1 heure ou 2 avant d'aller se coucher. Donc, ça, c'est très important dans votre approche, évidemment, de naturopathe, de donner des conseils d'hygiène de vie pour expliquer aux gens comment fonctionnent les hormones de manière à s'adapter à un rythme plus naturel, jour-nuit, comme le faisaient les chasseurs-cueilleurs. Ça, c'est une diapo que j'adore parce que les hormones, c'est aussi beaucoup les émotions. Et il faut travailler sur les émotions, c'est essentiel si on veut arriver à comprendre ce qui se passe. Et on voit que cette étude très intéressante qui a été faite aux États-Unis montre comment simplement par des capteurs de thermorégulation, donc là, c'est des capteurs de température, selon nos émotions, nous ne dégageons pas la même température corporelle et nous ne produisons pas les mêmes hormones. Vous les avez toutes ici. Que ce soit la thyroïde, que ce soit le cortisol, quand on est en colère, quand on s'énerve, on va stimuler trop son cortisol, son adrénaline et sa dopamine, et on va fatiguer le corps. La peur, etc., ça va donner des régulations hormonales très différentes. Alors, pourquoi l'hormononutrition et la phytothérapie? Pourquoi c'est aujourd'hui un levier incontournable quand on fait de la naturopathie? Tout simplement, déjà parce que les hormones, les gens n'y comprennent rien. Ils sont tous perdus. Les médecins ont peur des hormones, ne savent pas les prendre en charge. Moi, le premier, avant de faire de l'hormononutrition, je n'étais pas très à l'aise parce qu'on nous a très peu formés aux hormones en médecine, en naturopathie. Peut-être que vous avez plus de conférences là-dessus. Mais c'est souvent, on a un mythe autour des hormones. Voilà, c'est la caricature du dopage. On a aussi le scandale du sang contaminé et des hormones de croissance. On a beaucoup de choses qui font qu'il y a un flou et que les gens, les médecins en particulier en premier, ne sont pas très à l'aise. Ils ne font pas de dosage, très peu.
La plupart de mes patients me disent, docteur, moi, mon médecin, il ne veut pas me doser la testostérone, il ne veut pas me doser la T3, T4, il ne veut pas me doser mon cortisol. Ben, en fait, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est souvent il ne sait pas, il sait pas l'interpréter. Alors, il peut marquer cortisol de 8 heures, mais comment il va l'analyser? Donc, tout ça, ça nécessite quand même des compétences qu'on a mis en place et qu'on met en place de plus en plus dans des conférences grand public, dans des conférences pour les naturopathes et dans le cadre du DU de Grenoble, où on a ouvert une véritable conférence, une journée complète sur l'hormononutrition. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à écrire ce livre. Donc, la biologie, pas toujours accessible. Et pour vous, c'est encore moins accessible puisque vous n'êtes pas médecin. Vous pouvez faire de la biologie salivaire qui, elle, n'est pas remboursée, est tout à fait accessible et qui est très simple à analyser puisque vous avez les interprétations qui sont rendues avec l'examen, si vous le faites chez Barbier ou chez Lips. Ça peut être intéressant pour faire un cycle, par exemple, hormonal, pour comprendre comment fonctionne la mélatonine. Vous le faites salivaire, bien sûr, vous n'allez pas le faire sanguin. Pour le cycle du cortisol, pardon. Donc, vous pouvez toujours vous aider, mais vous allez voir que le plus simple, c'est d'utiliser des questionnaires. Vous en avez plein sur Internet. Dans mon livre, j'ai utilisé le questionnaire qu'on a développé avec l'équipe de l'Institut européen de physionutrition et de phytothérapie, avec mon ami Jacques Vassier et notre ami Benoît Evrard, qui est médecin en hormononutrition en Belgique. Et nous avons développé un questionnaire qui s'appelle le Queen, qui est accessible dans le bouquin, mais que vous pouvez tout à fait avoir si vous êtes effectivement inscrit à des conférences de l'IEPP. Mais sinon, vous pouvez vous-même avoir vos propres questionnaires parce que c'est la clinique qui prime. Nous sommes dans une médecine fonctionnelle. On ne soigne pas une prise de sang, comme je répète souvent à mes patients, on soigne un patient à part entière, on soigne des symptômes. Souvent, on vous dit oui, tout va bien au niveau thyroïdien parce que la TSH est normale. Et ça, il ne faut pas se laisser abuser par les analyses de sang. La TSH normale ne veut rien dire. Si vous avez une personne qui prend du poids, qui a des frilosités, qui est constipée et qui est en permanence fatiguée, voire dépressif, il faut traiter son hypothyroïdie. La TSH n'a aucun sens puisqu'elle est pulsatile et qu'elle varie d'un matin à l'autre. Donc, de toute façon, si vous soignez une prise de sang, vous pouvez rester des années et des années avec des patientes en hypothyroïdie-frus qui ne seront jamais équilibrées avec leur lévothyrox à 75, 100 microgrammes. Et puis, dès que la TSH descend un peu trop, oh là là, c'est la panique. Elle va passer en hyperthyroïdie. Et ça, c'est le réflexe des endocrinologues aujourd'hui. Donc ça, il faut dire stop. Vous devez pouvoir prendre en charge des patients. Alors, pas avec du lévothyrox ou de l'Euthyral, mais avec de la phyto. Vous avez accès à cette branche de la nutrition qui est fondamentale. Je sais qu'il y a des conférences aussi au sein de la DNR Formation avec mon ami Jérôme Milovanov qui parle de nutrition et d'hormones. Et ça, c'est très important de pouvoir y accéder et quitte à faire des conférences complémentaires parce que je conçois que ça peut au départ un petit peu vous perturber quand on n'a pas l'habitude, bien sûr, de prendre en charge des patients en hormonologie fonctionnelle. Donc, il y a une forte demande. C'est quoi l'hormonologie fonctionnelle? Eh bien, d'un côté, vous avez la pathologie. Ça, vous laissez ça aux endocrinologues et aux médecins. Vous ne vous en occupez pas, on s'en fout. Et puis ensuite, vous avez des gens qui sont en santé optimale et qui se portent très, très bien. Et ceux-là, on ne s'en occupe pas non plus. Par contre, vous avez tous ceux qui sont au milieu. Ils ont une biologie normale. Les médecins s'y intéressent pas. Les endocrinologues finissent par dire c'est une dépression, rentrez chez vous, c'est dans votre tête. Or, vous avez tous ces patients-là qui ont des troubles fonctionnels mineurs, modérés, voire majeurs, mais qui ont une biologie normale. Et ça, en médecine allopathique, si vous avez une biologie normale, vous rentrez chez vous, on ne s'intéresse plus aux symptômes. C'est comme si vous alliez voir votre banquier en disant « j'ai 10 € sur mon compte, je suis inquiet, monsieur le banquier ». Et que le banquier vous dise « mais tout va bien, vous n'êtes pas à découvert. Attendez d'être à découvert, vous viendrez moi ». Ben, c'est comme ça. En médecine allopathique, on attend que vous soyez malade, que vous ayez une TSH à 8 ou 10 pour commencer à dire votre thyroïde « ah oui, quand même, elle ne va pas si bien que ça ». Alors, vous avez évidemment tout ce champ d'action sur lequel vous pouvez réaliser des exploits en physionutrition, en phytothérapie, en aromathérapie, où justement, c'est un champ entier, ce qu'on appelle l'hormonologie fonctionnelle, qui est libre, ou que qu'aucun médecin n'ose prendre en charge et ne sait prendre en charge. Alors, il suffit simplement de connaître un peu la phyto, l'aroma, la micronutrition. Vous faites un mix, c'est pour ça que j'ai appelé ça la phyto-hormononutrition, puisqu'on va mixer un petit peu tout ça pour arriver à travailler sur cette hormonologie fonctionnelle. La raison étant qu'en plus, on est tous concernés à un moment de notre vie comme à un autre. Le déclin hormonal, il est présent homme comme femme, à tout âge. Vous avez ici, on voit par exemple la DHEA, qui est un marqueur, un des premiers qui décline à partir de 20 ans.
Donc, ça démarre tôt. La mélatonine aussi, la prégnénolone, la testostérone. Donc, on fait partie de ces gens-là. Et pourquoi ce concept est essentiel? Parce qu'à chaque étape, vous l'avez vu, vous avez une communication hormonale, il vous faut des molécules nutritives. Il vous faut agir sur les récepteurs, il vous faut agir sur les transporteurs, il vous faut agir sur le signaling. Et ça, il n'y a que la phyto et la micronutrition qui peut vous le permettre. Le fonctionnement optimal au niveau endocrinien est ensuite, en plus, perturbé par notre environnement et les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est pour ça que et la phrase est importante, les avancées les plus récentes de la recherche tentent à prouver que l'association de composés bioactifs naturels et synergiques peuvent être une alternative efficace sans effet secondaire. Et ça, c'est important. Leur monoclassique n'est pas dénué d'effets secondaires. Quand on prend des traitements antidiabétiques, etc., c'est quand même loin d'être anodin, sans effet secondaire dans la prise en charge des dysfonctionnements hormonaux. Donc, voilà ce que c'est que la phytonutrition, c'est d'apprendre à détecter des symptômes d'un dysfonctionnement mineur, voire moyennement évolué sur les surrénales, sur la thyroïde, sur l'insuline, etc. Et ça, vous en avez les capacités. Et il suffit simplement de se donner la peine de faire un interrogatoire complet pour savoir si c'est plutôt les surrénales, si c'est plutôt la thyroïde, si c'est plutôt les glandes sexuelles, si c'est plutôt les ovaires ou les testicules pour les messieurs. Et je rappelle aussi quand même qu'Hippocrate a dit que ton aliment soit ta seule médecine. Et donc ça, c'est important. Et primum non nocere, ça serait bien que certains médecins s'en rappellent, surtout quand on donne évidemment certains vaccins qui peuvent être quand même très agressifs. Donc voilà un message, on va dire, sur l'hormonologie fonctionnelle. Et cette phrase que j'aime beaucoup de Thomas Edison, si les médecins de demain ne sont pas nutritionnistes, alors les nutritionnistes seront les médecins de demain. Donc soyez tous des bons nutritionnistes, mesdames, parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais aussi messieurs. Apprenez à diagnostiquer, apprenez à faire un bon interrogatoire et vous aurez beaucoup de monde tous les jours. Vous remplirez vos cabinets parce qu'aujourd'hui, les médecins n'ont plus le temps, ils sont débordés, ils se basent que sur de la prise de sang, des échographies, ils ne savent plus interroger un malade. Donc, si vous êtes bon dans votre anamnèse, bon dans votre interrogatoire, vous aurez du succès et les patients, évidemment, seront ravis de venir vous consulter. Je vous donne l'exemple de l'hormone thyroïdienne parce que vous voyez comme c'est compliqué. C'est pour ça que quand on donne du lévothyrox, le lévothyrox, c'est quoi? C'est de la T4, T3, c'est-à-dire qu'on va vous donner, c'est de la T4, pardon. Quand on donne de l'Euthyral, c'est T4 plus T3. Là, à la limite, c'est mieux. C'est bien de donner T4 et T3. Qu'est-ce qui se passe? On vous donne le pain qui est tout fabriqué. On ne cherche pas à comprendre s'il y a d'autres systèmes qui pourraient être utilisés. Et vous voyez que quand on part de l'hypothalamus pour arriver au tissu cible, il se passe des centaines de réactions chimiques. La première chose, vous allez produire une hormone qui s'appelle la TRH, de l'hypothalamus qui va stimuler l'hypophyse. Elle a besoin de zinc, de vitamine et de fer. Donc déjà, est-ce que ce patient a un statut en zinc optimal? Est-ce qu'il a un statut en fer optimal? Est-ce qu'il a un statut en vitamine A optimal? Si ce n'est pas le cas, je peux déjà le supplémenter. Ensuite, l'hypophyse va sécréter la TSH, qui va elle-même activer la T3 et la T4. Pareil, la TSH a besoin de cofacteurs enzymatiques, zinc, vitamine A et fer. À partir de là, les hormones thyroïdiennes doivent être fabriquées. Il faut des briques. Il va falloir de l'iode, ça on le sait. Donc, faites une iodurie les 24 heures, c'est pas remboursé, vous avez le droit de le prescrire, ce n'est pas un acte médical, ça coûte entre 20 et 30 euros, ça dépend des labos. C'est bien les urines de 24 heures, je précise. Si votre iodurie est basse, c'est tout simple, vous prescrivez un complément qui contient de l'iode. Il faut de la tyrosine, manger des œufs, du fromage, du jambon, des protéines quelles qu'elles soient. Si ce n'est pas suffisant, il existe des compléments qui apportent de la L-tyrosine. Il faut du sélénium pour transformer la T4 en T3, ce qu'on appelle l'enzyme s'appelle désiodase. Il faut du fer, il faut du zinc, il faut de la vitamine A, il faut du magnésium, de la vitamine B. J'ai oublié la vitamine D, d'ailleurs, il faudrait rajouter la D. Et ensuite, il va falloir agir sur un transporteur, la thyroïne binding globuline, qui est le transporteur des hormones thyroïdiennes, qui vont véhiculer la T4 vers le foie, puisque la conversion T4-T3 se fait dans le foie. En même temps, foie veut dire détox. Si j'ai un foie gras, par exemple, personne obèse ou en surpoids, qui a du foie gras, ce qu'on appelle le NASH, une stéatose hépatique, est-ce qu'il convertit bien la T4 en T3? Est-ce que déjà, si je commence par faire une détox, j'apporte des cofacteurs enzymatiques, j'aide ma synthèse de T4-T3 et peut-être que je réponds mieux finalement à la cible que je m'étais fixée au départ plutôt que de donner de l'Euthyral. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter les patients sous Euthyral et lévothyrox, surtout s'ils sont bien équilibrés et surtout, il ne faudra pas le faire
si vous faites avec le médecin. Les patients sont très demandeurs pour arrêter les médicaments. Méfiez-vous, ils vont vous mettre la pression en disant « Vous êtes sûr, docteur, que je suis obligé de continuer mon lévothyrox, je voudrais bien l'arrêter ». Attention aux symptômes. Il faut voir si c'est une thyroïdite Hashimoto ou pas. Quand il y a un Hashimoto, il vaut mieux qu'ils gardent leur traitement. Mais par contre, vous pouvez tout à fait agir sur les cofacteurs enzymatiques ou apporter de la phyto, le camphérol ou les gluglustérone par exemple, qui agit sur la conversion T4-T3, et en partie aussi apporter de la micronutrition pour agir sur les tissus cibles. Donc on voit que en continuant un traitement, par exemple lévothyrox ou Otiram, on peut tout à fait utiliser des complexes de plantes ou des cofacteurs enzymatiques. Souvent on me demande, on peut donner de l'iode avec du lévothyrox, mais bien sûr, au contraire, ce n'est pas antinomique. L'iode va simplement faciliter une synthèse endogène. Ça va peut-être permettre aux patients de diminuer le lévothyrox ou le Otiram. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, l'idée, elle est là. Alors, comment diagnostiquer un dysfonctionnement hormonal? Soit vous faites des dosages salivaires, puisque vous ne pouvez pas prescrire des analyses sanguines, soit urinaires pour la iodurie. Sinon, je vous ai dit, vous avez les symptômes. Donc, interrogez vos patients, fatigue, prise de poids, troubles de l'humeur, ayez des tables. Vous avez des tas de sites sur lesquels vous trouverez des questionnaires sur la fatigue surrénalienne, sur le déficit androgénique lié à l'âge, sur la préménopause, sur la ménopause, sur le stress, sur la libido, sur tout un tas de symptômes. Aidez-vous de questionnaires et à partir de là, faites-vous des protocoles qui vont vous dire, tiens, il faut que je donne de l'ashwagandha, tiens, du tribulus, tiens, je vais donner de la griffonia, tiens, je vais donner telle ou telle plante, etc., etc. La nuit tombe, je vais juste remettre un peu de lumière, sinon je vais être dans le noir dans 5 minutes. Alors, le questionnaire dont je vous ai parlé, qui est à l'IEPP, alors bon, après, il faut des codes d'accès. Si vous n'avez pas de lien sur l'IEPP, ce n'est pas grave, vous pouvez vous en passer. Alors, dans mon bouquin, j'ai mis le questionnaire Queen, mais il est en copyright, c'est-à-dire qu'il y a un droit et qu'on ne peut pas l'utiliser sans demander l'autorisation de l'IEPP. Donc, le plus simple, si vous n'êtes pas habitué avec cet Institut européen de physionutrition, c'est de vous faire vos propres questionnaires ou de photocopier ceux qui sont dans le livre ou simplement d'aller sur Internet pour utiliser vos propres questionnaires. Parce que pour la thyroïde, franchement, il n'y a pas besoin de questionnaires très complexes. Vous avez 10 symptômes, c'est toujours les mêmes. Hypothyroïdie, frilosité, prise de poids, constipation, fatigue chronique, augmentation du cholestérol, ostéoporose, etc., etc. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser des questionnaires complexes. Le questionnaire Queen, en plus, il n'est pas évident ensuite à interpréter parce qu'une fois que le patient l'a rempli, qu'est-ce que j'en fais? Donc, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée d'utiliser ce questionnaire. Faites-vous vos propres questionnaires si vous voulez faire de l'hormononutrition ou de la phytohormonutrition. Alors, pour illustrer ce topo et puisqu'on va arriver bientôt à la fin de la présentation, je vous ai pris 3 exemples concrets. Tu me fais signe si c'est trop long, hein, comme ça je raccourcis. Non, par contre, on te voit plus. Tu as dû être totalement la lumière parce qu'on ne te voit plus. Oui, là c'est mieux. Non, mais je ne sais pas si ta caméra, je pense. Je le vois. Oui, parce que là il fait nuit et il faudrait que je mette une autre lumière. Donc là, il faut que ça va mieux là. Est-ce que tu n'as pas décroché ta caméra? Je n'ai pas. Tu n'as pas décroché ta caméra? Je suis la seule à pouvoir Vincent. Moi, je le vois bien, Alexandra. Moi, je vois très bien Vincent. Et moi, je le vois très bien. Il n'y a pas de souci de mon côté. Hein. Ok, parfait. Bon, alors c'est nous, l'équipe lumière, on ne voit pas. En un quart d'heure, est-ce que je peux juste donner les 3 exemples? C'est bon? Oui. Un petit quart d'heure? Bon. Alors, juste 3 exemples parce que vous aurez ces situations fréquemment en consultation. La fatigue surrénalienne, le déficit androgénique à l'âge et la ménopause et préménopause. Alors, simplement rappeler que dans la fatigue surrénalienne, il faut penser cortisol, c'est un glucocorticoïde. Vous voyez que la synthèse endogène est assez simple, ça passe du cholestérol vers la voie de la progestérone pour donner les glucocorticoïdes. Donc, il faut du cholestérol, petit 1. Donc là, c'est important. S'ils ont à moins d'1,50 g de cholestérol total, ce qui est souvent le cas chez les patients sous statine, ils ne peuvent pas produire d'hormones, hein, ça c'est clair. Donc, il faut négocier avec le cardiologue pour arrêter la statine, pour remonter. Donc, vous avez M. Delorgiril aujourd'hui, je crois qu'il est de cet avis, le cholestérol est indispensable à la vie, et voir sur la fonction mitochondriale s'il n'y a pas de souci. Chez les grands sportifs, on sait que les fatigues et les épuisements, les surentraînements chez les sportifs, on va avoir un cortisol bas parce qu'on a une surrénale qui travaille de trop et les mitochondries qui fatiguent. Alors, je passe rapidement sur le rôle du cortisol et je pense qu'on refera un webinaire là-dessus, mais sachez que c'est quand même une hormone catabolisante, donc qui va détruire le muscle, qui va détruire les tissus osseux, c'est l'hormone de l'ostéoporose
et qui va surtout produire du néoglucose dans le foie parce qu'on a besoin d'énergie quand on est en stress chronique. Vous rappelez que le cortisol démarre dans la phase d'adaptation au stress pour arriver en épuisement quand on est dans le burn-out. Doser cortisol et DHEA, ça vous donne une idée de l'état de stress de votre patient. Remplissez les questionnaires sérotonine, dopamine, mais cette courbe, elle est très importante, elle est dans tous les manuels d'hormonaux fonctionnels, et vous verrez que c'est très simple à analyser, sérotonine basse, dopamine basse, cortisol effondré. Là, vous avez évidemment une fatigue surrénalienne. Alors, cette fatigue surrénalienne, pourquoi la moduler et comment la moduler par des moyens naturels? C'est assez simple. Alors, les principales causes, on le sait, elles sont d'origine hormonale. Je rappelle que les surrénales et la thyroïde fonctionnent main dans la main. Quand vous avez un épuisement surrénalien, qu'est-ce que fait la thyroïde? Elle se met au repos. Elle ne va pas continuer à produire de l'énergie si vous êtes en épuisement. Donc, la thyroïde, elle va s'adapter à l'activité surrénalienne. Si vous êtes en épuisement, la thyroïde se met en mode off. Et donc, du coup, vous allez avoir une hypothyroïdie fonctionnelle. On n'aura pas forcément une TSH au plafond, mais surtout, on va avoir des symptômes d'hypothyroïdie. Donc, c'est important de bien analyser les deux marchent main dans la main. Bon, les facteurs d'adaptation, là, on l'a vu. Alors, je vous donne juste les signes importants de fatigue surrénalienne. C'est fatigue avec baisse d'énergie, anxiété, crainte. Ce questionnaire, il suffit, et vous aurez les diaporamas, il n'y a pas de problème, il suffit de recopier les 16 signes qui indiquent la fatigue surrénalienne, et vous avez votre questionnaire. Vous faites remplir le patient. Est-ce qu'il y a une fatigue et une baisse d'énergie? Est-ce qu'il y a une anxiété, crainte ou dépression? Est-ce qu'il y a d'autres déséquilibres hormonaux, en particulier la thyroïde? Est-ce qu'il y a des troubles de la glycémie? Est-ce qu'il y a une baisse de l'immunité? Est-ce qu'il y a une fonte musculaire et une déminéralisation osseuse? Est-ce qu'il y a des pulsions? Ça, c'est très important, les envies d'aliments salés, sucrés et gras. Est-ce qu'il y a une augmentation des troubles allergiques, des pathologies cutanées, les troubles immunos, les syndromes prémenstruels, les hypotensions orthostatiques, etc., etc., baisse de la libido? Avec ce questionnaire, vous savez déjà où vous êtes au niveau de la fatigue surrénalienne. Donc, quelque part, il va falloir agir à différents niveaux. Moi, je travaille sur l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien et j'aime bien 2 plantes et un micronutriment. Donc, l'ashwagandha, l'éleutérocoque, on aurait pu mettre du ginseng. Le ginseng est intéressant, mais l'ashwagandha et l'éleutérocoque sont probablement les plantes les plus surrénalotropes, j'allais dire, ou corticotropes par rapport à ces états de fatigue, parce qu'en plus, elles modulent le stress, ce que ne fait pas le ginseng. Comme on est chez les gens stressés, il faut avoir un petit effet sur le GABA. Et l'ashwagandha a un petit effet sur le GABA, il aide à mieux s'endormir. Il va falloir jouer sur les neuromédiateurs. Il va falloir jouer sur la sérotonine et la dopamine, en particulier la dopamine qui est souvent en épuisement de cette fatigue surrénalienne. Là, dans ma nutrition, je vais apporter des précurseurs de la dopamine, donc il faut que j'apporte du zinc, de la tyrosine, des vitamines B5 et B6. Souvent, j'ai une baisse de l'immunité. Quand je suis en burn-out, je chope tous les virus. Je suis tout le temps malade, j'ai tout le temps un rhume, j'ai tout le temps une gastro, ça ne va jamais bien. C'est normal, le cortisol contrôle l'immunité. Alors, on a le cassis qui est très corticotrope, le zinc, la vitamine C. Je n'ai pas mis la vitamine D, mais ça paraît évident. Mais ça, chez tout le monde, ce n'est pas que la fatigue surrénalienne. Le cortisol, il est toxique pour les nerfs. Il est neurotoxique. Donc, il va falloir agir sur la protection neuronale, cassis, zinc, ashwagandha. Et souvent, quand on est stressé, quand on a les surrénales qui commencent à trop travailler, on fait de la rétention d'eau. Donc, le matin, on est bouffi. On a les jambes un peu gonflées le soir en fin de journée. Donc là, il faut drainer. Le cassis, c'est très intéressant. Il faut réguler la glycémie. Il faut booster le cortisol. Voilà un petit peu les cibles que vous devez cibler dans l'hormono-phytonutrition. Donc, c'est très important. Quand vous travaillez sur les surrénales, il ne faut pas juste dire « je vais donner de l'ashwagandha pour booster mes surrénales ». Il faut travailler sur le terrain immuno-inflammatoire. Il faut travailler sur la glycémie, sur tous les autres axes. Et ça, c'est essentiel. Alors, il faudra utiliser, bien sûr, les plantes adaptogènes. Là, je vais passer parce qu'on les a déjà fait dans les classrooms. Donc, les plantes importantes, c'est bien sûr l'ashwagandha, je l'ai cité. Et je vais passer au DAL, le cassis. C'est très important. Vous avez, bien sûr, une action thérapeutique. Excuse-moi, oui. Vincent. Est-ce que tu peux justement présenter, parce qu'il y a des adhérents du syndicat qui n'ont pas la chance d'assister à tes classrooms, est-ce que tu peux revenir sur ton slide juste précédent? On te laisse un petit peu plus de temps. Au moins, on n'aura pas de déçus. Merci infiniment. Les plantes adaptogènes,
Très rapidement, c'est quoi une plante adaptogène? Elles ont 5 grands axes thérapeutiques. Action métabolique, donc sur le stockage ou le déstockage du carburant, de l'énergie, immunomodulation, neuropsy, neurotransmission et action endocrinienne, en particulier sur les surrénales. Ça, c'est très important puisque les surrénales, ce sont des glandes adaptogènes par définition. Donc, elles optimisent les réponses de l'organisme aux modifications de son équilibre, etc., etc. Mais elles sont très importantes. Vous les connaissez sous le nom souvent, la plupart, c'est les ginseng. Il y en a plusieurs. Il y a le ginseng de Chine, il y a l'ashwagandha qui est le ginseng ayurvédique indien. Vous avez le ginseng du Pérou qui est le maca. Et puis, vous avez le ginseng de Russie qui est l'éleutérocoque. Donc, les ginsengs en général sont vraiment des plantes extraordinaires. Et puis, vous en avez une autre qui n'est pas une ginseng que j'aime bien, mais qui est une très bonne adaptogène. C'est la rhodiole, qui est peut-être moins active sur les fatigues surrénaliennes. Mais la rhodiola doit être dans votre, on va dire, top 5 des plantes adaptogènes. Donc, l'ashwagandha, c'est une solanacée. On utilise la racine essentiellement. On l'a dit, c'est une ginseng indien. C'est la seule plante qui peut reproduire l'effet de la DHEA. Je vous rappelle que la DHEA, moi, je la prescris, mais en tant que médecin, je peux le faire. Vous, en tant que naturopathe, vous ne pouvez pas faire une ordonnance avec DHEA 50 mg. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser l'ashwagandha, qui est une bonne alternative. Sinon, il faut que le patient se le fasse prescrire par son médecin. L'ashwagandha est neuroprotecteur, on l'a dit, c'est important. Le cortisol est neurotoxique. Et les vitanolides déclenchent l'apoptose, donc ont un rôle important sur la prévention de l'ostéoporose et un rôle anti-inflammatoire très intéressant et immunomodulateur. Donc, vous voyez que ces plantes adaptogènes, c'est un peu les couteaux suisses. L'éleutérocoque, c'est le ginseng russe, qui est surtout indiqué dans les fatigues, baisse de punch, très utilisé chez le sportif. C'est une adaptogène beaucoup utilisée dans les phases de réparation, convalescence, après une phase d'entraînement ou une compétition. Le cassis, bien sûr, c'est la plante des surrénales. Alors, on aurait pu mettre le réglisse. Alors, la réglisse et le cassis sont vraiment les petits cousins. Et il y en a une qui est plutôt diurétique, c'est le cassis, pardon. La réglisse, elle a des effets antagonistes. Alors, on l'utilise moins facilement parce qu'elle est contre-indiquée chez les hypertendus et les personnes qui ont évidemment des rétentions hydrosodées. Moi, j'aime bien le cassis parce qu'il va avoir un effet diurétique et draineur. Et il est plus facile d'utilisation. Vous voyez qu'il est salidiurétique, natridiurétique, donc il va permettre de dégonfler et d'éliminer les œdèmes. Il est angioprotecteur, il est chondroprotecteur, donc en plus, si vous avez de l'arthrose, ce n'est pas plus mal. Et si vous faites de la goutte, c'est encore mieux. Voilà les indications du cassis. Stimulation du cortisol sur la glande surrénale. Elle est donc corticotrope, le cassis, cette plante. Dans l'hypertension, en plus, si vous êtes stressé, que vous êtes hypertendu, elle a un petit effet antihypertenseur qui n'est pas inintéressant. La L-tyrosine, ça, vous l'avez évidemment dans la viande, les poissons, les œufs, c'est de la protéine. C'est un acide aminé qui est non essentiel, mais le précurseur qui est la L-phénylalanine, cet acide aminé est essentiel puisqu'on ne le trouve pas on ne sait pas le synthétiser. Donc, on ne le trouve que dans l'alimentation. Donc, il contrôle la dopamine, la L-tyrosine, elle contrôle la noradrénaline, l'adrénaline, mais aussi, je le rappelle, elle contrôle les hormones thyroïdiennes. Alors là aussi, l'hormononutrition, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je peux apporter pour booster la synthèse hormonale de la dopamine. Vous voyez qu'il faut du magnésium, du cuivre, de la vitamine C. Il va y avoir de la méthionine parce que pour faire de l'adrénaline, il faut de la méthylation. Si je veux bien méthyler, il faut de la B6, de la B9, il faut de la B12. Donc, il faut doser mon homocystéine. Il faut faire des bilans un petit peu plus complexes, des bilans d'hormononutrition. Et pour ça, on apprendra à travers peut-être des classrooms ou des masterclass, on pourra revenir sur ces sujets qui sont fondamentaux pour vous en tant que praticien naturopathe. Vous devez connaître les cofacteurs enzymatiques de manière à pouvoir utiliser les leviers frein, accélérateur, embrayage. Alors, les cofacteurs, moi, je vous rappelle, la vitamine C, elle diminue le cortisol en cas de stress chronique. La B5, la B6 sont importants. Le zinc est important aussi pour les surrénales. Donc, vous avez comme ça une espèce de cocktail. Alors, vous avez des formules qui sont toutes faites. Moi, j'en ai formulé une qui est assez intéressante et qui permet d'agir sur les surrénales. Vous avez maintenant le DALA. Alors, le DALA, on va aller rapidement dessus. C'est intéressant pour nous, les hommes, n'est-ce pas, Mimo? On connaît bien, c'est le déficit androgénique lié à l'âge qu'on appelait l'andropause et qu'on n'appelle plus l'andropause. Je rappelle que l'andropause veut dire un arrêt de l'activité testostérone ou androgénique, ce qui n'est pas le cas puisque les hommes peuvent encore avoir des enfants, même au-delà de 65, 70, 75 ans.
La ménopause, c'est un arrêt de l'activité ovarienne. Donc là, effectivement, on n'a plus de production ovarienne, on n'a plus de follicules. Donc, il y a évidemment un arrêt de la fécondité. Chez l'homme, c'est différent. C'est un déclin hormonal qui démarre dès 40-45 ans. Vous voyez ici la testostérone, il faut du cholestérol, il faut bien sûr les stars, il faut des cofacteurs enzymatiques et on va voir comment booster cette hormone. C'est très important la testostérone en fait, parce que ce n'est pas une hormone qui arrive en fin de course. Elle peut soit bifurquer vers l'œstradiol, et vous le voyez ici, voilà, elle peut donner des œstrogènes, c'est ce qu'on appelle la voie de l'aromatisation, elle peut s'aromatiser, ou si on n'a pas de chance, elle peut aller vers la voie de la dihydrotestostérone, c'est la voie de la 5-alpha-réductase. Donc le travail, nous, en tant que phytothérapeute, c'est dire qu'est-ce que je peux faire pour booster la synthèse endogène. C'est bloquer la 5-alpha-réductase, bloquer l'aromatase et stimuler la voie hypothalamo-hypophysaire. Et c'est ça qu'on va voir, bien sûr, sur la phytothérapie. Alors, les causes de Dalla, bien sûr, c'est l'âge. 5% à partir de 40 ans, 50% des hommes de plus de 70 ans. On a une baisse d'activité androgénique. On a une baisse des précurseurs surrénaliens, en particulier la DHEA. On a une diminution des récepteurs. On a surtout une augmentation de l'aromatisation, surtout chez l'obèse. On sait que le gras favorise l'aromatisation, ce qui explique que l'homme, surtout s'il boit de la bière, avec le houblon, qui est un phytoœstrogène, il va avoir petit à petit le ventre qui s'arrondit et les seins qui pointent. Il se féminise en vieillissant. Et il est important de travailler sur le conseil diététique, c'est-à-dire qu'un patient qui est en déficit androgénique à l'âge, il faut d'abord le faire maigrir, lui faire du sport. Sinon, la phytothérapie, ça ne marche pas. Donc, première chose, limiter le sucre, travailler sur son foie gras s'il en a, travailler sur l'insulinórésistance si c'est le cas, avec du chrome, de la berbérine, de la cannelle, des polyphénols, etc. Et surtout, faire du low carb, c'est-à-dire diminuer l'apport en hydrate de carbone. Les symptômes du Dalla, là, vous avez un questionnaire qui s'appelle le questionnaire d'Adam, comme Adam et Ève, que vous trouvez sur Internet, qui est en libre accès. Moi, j'utilise celui-là, il est très simple. Et vous avez les 5-6 symptômes du déficit androgénique à l'âge. C'est bien d'utiliser des questionnaires parce que les hommes ne vont pas forcément vous dire « je viens vous voir parce que je n'ai pas d'érection ou j'ai une érection moyenne », surtout si vous êtes une naturopathe fille. Ils auront du mal à se confier par rapport à la qualité de leur érection. Donc, faites-leur remplir un questionnaire, comme ça, c'est anonyme, et vous regardez les questionnaires, vous voyez, tiens, oui, effectivement, il y a peut-être un déficit androgénique, je vais peut-être pouvoir vous aider. Et dans ces cas-là, c'est les conseils nutritionnels, je vous les ai donnés, diminution des glucides, faire du sport et perdre le tour de taille, l'obésité abdominale. Et puis, il va y avoir bien sûr la phytothérapie hormonale dont je vais vous parler. Les prédispositions au Dalla, les patients qui vous devez vous méfier, c'est les patients après 45-50 ans, c'est les gens qui ont évidemment une obésité abdominale, c'est ou les gens qui sont trop maigres. Attention, on a aussi ça chez les femmes anorexiques, elles n'ont plus de cholestérol, elles n'ont plus d'hormones stéroïdes, forcément. Donc, elles n'ont plus de règles. Mais pour les hommes, c'est pareil. Un homme qui est trop maigre, il n'a plus d'hormones stéroïdes, il n'a plus de testo. Donc, là aussi, ça peut être un signe auquel vous devez penser. L'alcoolisme aussi fait baisser la testo, le tabac fait baisser la testo, le café, le stress, la sédentarité comme l'excès de sport. Les sportifs de haut niveau mettent très longtemps avant de remonter leur testostérone quand ils veulent avoir un enfant. Il faut au moins 6 mois, 1 an pour mettre au repos les mitochondries et réactiver la production de testostérone. Les erreurs alimentaires, les maladies intercurrentes, les perturbateurs endocriniens aussi sont très présents dans le déficit androgénique à l'âge, et certains médicaments. En particulier les anabolisants, les sportifs bodybuilders qui se plient de partout, en général, ils ont un Dalla très tôt. Ils ont des gros muscles, mais ils ont une petite zigounette. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Donc, attention, les fibrates et les anticholestérolémiants, tous les médicaments qui font baisser le cholestérol font baisser la testostérone. Ça, c'est clair et net. Donc, avant de donner du Viagra ou du Cialis, ou des plantes à visée, on va dire, érectile, il va falloir remonter la testo et dire aux gens de limiter ou de prendre 15 jours sur 2 leurs médicaments pour le cholestérol pendant quelques temps. Alors, moi, mes cibles d'action dans le Dalla, je vous ai dit, l'axe hypothalamo-hypophysaire, il faut jouer de là jusqu'au testicule. Donc, vous avez 3 plantes pour moi essentielles. C'est le tribulus, la croix de Malte, cette très belle plante, d'ailleurs, elle est très jolie. Vous avez le fenugrec, avec un composé aujourd'hui intéressant qui s'appelle testophène. Je vais en dire 2 mots. Je ne vais pas présenter les études, je n'aurai pas le temps, mais le fenugrec aujourd'hui est au cœur des troubles, des déficits androgéniques à l'âge.
mais on va le voir, je l'utilise aussi chez la femme qui a une baisse de libido, en préménopause ou en ménopause, et le fenugrec marche très bien. Le maca, le zinc, le sélénium. Il faut agir, je vous ai dit, il faut bloquer la 5-alpha réductase. Donc, vous avez le séréno-haripins, la maca, mais aussi, je ne l'ai pas mis, c'est l'orthyracine, qui est très intéressant pour bloquer la 5-alpha. Et puis, il faut lutter contre les effets du DALA, baisse de libido, fatigue, perte de force musculaire, dépression. Vous avez les composés ici. Et combattre l'insulinorésistance, j'en ai parlé. Faire du sport, faire maigrir, diminuer le sucre, et puis agir avec des plantes comme la berbérine, comme le zinc, le sélénium, le chrome. Le tribulus aussi a un effet sur l'insulinorésistance comme le fenugrec. Voilà, donc séréno-haripins, je passe. Je pense que vous connaissez tous, hein, c'est ce qu'on donne chez les messieurs qui ont des problèmes de prostate. C'est normal parce qu'on bloque la dihydrotestostérone qui favorise la prolifération au niveau de la prostate. Donc, ça va avoir un effet bénéfique aussi chez les femmes, le séréno-haripins, parce que la dihydrotestostérone, vous l'avez vu, elle augmente l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, ça, c'est un problème pour nous. Mais pour les femmes, c'est surtout que ça augmente la pilosité. Donc, les femmes à la ménopause qui ont des problèmes de pilosité, de peau séborique et d'alopécie, qui perdent un peu leurs cheveux, mais par contre qui ont des poils trop sur les bras ou le pubis, c'est un problème de DHT. Donc, le séréno-haripins pourra tout à fait utile chez ces femmes-là, ou donner aussi de l'orthyracine, qui est un bloqueur de cette enzyme, qui est très importante, qui est la 5-alpha réductase. Alors, il faudra, nous, chez l'homme, si on veut monter la testo, bloquer aussi l'aromatase. On va voir comment. Bon, ça, c'est l'étude sur le séréno-haripins. La croix de Malte, donc tribulus. Alors, bien sûr, ce n'est pas aussi efficace que de prendre de la vraie testo. Un homme qui est complètement, qui n'a plus de testo, il faut qu'il s'en fasse prescrire par un andrologue. Je précise qu'il faut voir un andrologue et pas un urologue pour les messieurs, parce que les urologues ne savent pas très bien doser la testostérone et ne font pas forcément le bon choix en hormonologie, cette fois-ci pas fonctionnelle, mais en hormonothérapie. Donc, pour les hommes qui ont zéro testo, il faut aller voir un andrologue pour donner de l'androgène ou du testogène. Nous, on n'est pas dans l'hormonothérapie. Dans l'hormonologie fonctionnelle, on a le tribulus. Là, par contre, ça marche. Ça a un effet sur l'érection, sur la spermatogénèse, ça améliore la libido, ça augmente le taux de testostérone de manière significative, ça augmente le désir sexuel chez la femme, et ça, on peut en donner chez les femmes. Ça améliore les fonctions sexuelles chez les deux, hommes et femmes, les fonctions oestrogéniques, etc., etc. Ensuite, la maca est connue dans les populations des cordillères des Andes pour stimuler la libido chez la femme et chez l'homme. C'est le ginseng péruvien. Donc, la maca, je pense que vous l'avez dans vos cours et vous le connaissez déjà bien, mais il faut bien le recentrer dans l'effet adaptogène et stimulant de la libido. Le testophène, donc en fait, c'est un extrait titré en saponine. Donc là, il y a quelques labos qui le développent. Il faut demander au laboratoire qui le commercialise si ils ont du fenugrec avec le principe actif testophène ou si c'est un fenugrec classique. Vous avez des fenugrecs classiques qui ne sont pas titrés en saponine, c'est-à-dire cette molécule qui est exactement une photocopie de la testo et qui auront zéro effet sur la testo. Donc, prescrivez soit le testophène directement. Alors, pour ça, effectivement, il faut aller sur le site. C'est un fabricant, je crois qu'ils sont canadiens ou américains. Mais sinon, alors il faut le commander, c'est toute une galère. Hein. Sinon, vous avez des laboratoires maintenant qui le commercialisent dans des complexes, des formules de plantes. Moi, j'en ai formulé une aussi qui marche bien. Je crois que c'est le laboratoire COPMED que vous connaissez, qui est partenaire du séminaire d'Alexandra. Et donc, je les remercie parce qu'ils m'ont laissé la possibilité de m'exprimer dans une formule où j'ai pu mettre justement cette saponine du fenugrec qu'on appelle testophène. Alors, je passe les études, mais elles sont très, très, très intéressantes. Je vous les ferai passer en accès gratuit pour pouvoir les avoir si jamais on vous les demande. Elles sont libres de droit, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez sur le site testophène, vous les trouverez directement. Et on voit là, sur cet indice Derogative Interview for Sexual Functioning, donc c'est des tests, c'est des questionnaires justement pour savoir si on est satisfait ou pas du produit par rapport à la libido. Et on voit qu'effectivement, par rapport au placebo, au bout de 6 semaines, voire même dès 3 semaines, on a un effet positif. Bon, là, je passe, c'est encore une autre étude sur la santé sexuelle. Je termine pour la femme, ménopause, préménopause. Là aussi, on peut jouer sur les phytoestrogènes ou
les plantes à visée progestérone-like. C'est les deux hormones sur lesquelles vous avez la capacité de moduler ou d'avoir un effet modulateur. Sur les œstrogènes, c'est essentiellement durant la vie génitale, bien sûr, l'activité œstradiol qui est la plus importante. On peut utiliser certaines plantes comme le houblon, la sauge ou le soja. Attention, il y a des précautions d'emploi, bien sûr, en cas de cancer du sein. Alors, chez la femme non pubertaire, chez la jeune fille, ça s'appelle estrone. Et à la ménopause, vous avez aussi des œstrogènes qui s'appellent estrones, qui sont 10 fois moins puissantes que l'œstradiol. Et durant la grossesse, ça s'appelle œstriol. Ce sont les E3 qui sont extrêmement actives. Alors, c'est les hormones de la féminité, présentes aussi bien chez l'homme que chez la femme. Elles font naître le développement et préservent les seins, sculptent les rondeurs. Ça, c'est tiré d'ailleurs du livre sur les hormones que j'ai écrit, mais c'est aussi un de mes amis, le docteur Jacques Bassier, que j'aime beaucoup, qui a eu cette idée de mettre des mots simples sur des hormones pour que ces patients comprennent à quoi. Vous donnez un sens à une hormone. Si vous donnez trop de termes scientifiques, ils ne vont pas comprendre. Si vous expliquez que le manque d'œstrogène va assécher les muqueuses, va leur faire perdre de la bonne humeur, va faire apparaître des rides, va faire diminuer les sécrétions lacrymales, faire prendre du poids avec essentiellement des rondeurs autour de la taille, ça parle plus que de dire voilà, ça donne la ménopause. La ménopause, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors, je passe sur les effets des œstrogènes, vous les connaissez, à la fois sur le côté psychique, sur les glandes mammaires, sur les ovaires, sur l'utérus, le vagin, etc. On y reviendra. La progestérone, elle, c'est plutôt l'hormone relaxante. Elle détend, elle calme. Elle joue sur le GABA, hein. C'est l'hormone anti-stress. D'ailleurs, quand vous prenez une plante progestagène, que ce soit le gâtillier, l'alchimie, ou par exemple, il vaut mieux les prendre le soir. Elle dégonfle les seins, puisqu'elle est anti-œstrogène, et donc avoir un effet aussi anti-aldostérone très intéressant. Donc, quand vous avez un déficit en progestérone, ça s'appelle la préménopause ou le syndrome prémenstruel. Hein, vous allez avoir évidemment des douleurs mammaires, hein, vous allez avoir une hyperœstrogénie relative, ça augmente le risque de cancer du sein, de kyste ovarien, d'endométriose, de cancer de l'endomètre, etc. Donc, on voit bien que selon le terrain hormonal, si vous avez un déclin de progestérone, vous allez avoir plutôt des signes d'hyperœstrogénie relative. Aidez-vous des questionnaires et là, vous pouvez commencer à travailler sur l'axe progestérone-like avec les deux plantes les plus utilisées qui sont l'alchimie et le gâtillier, dont on va parler, on va dire 2 mots, mais c'est des plantes que vous devez avoir dans votre pharmacopée parce qu'elles sont hyper utiles quand vous êtes face à un syndrome prémenstruel ou une préménopause. Les gynécologues ne traitent pas les préménopauses ou elles donnent de l'utrogestan ou du dufaston, point barre. Vous avez un arsenal thérapeutique de phyto, il faut l'utiliser. En particulier, moi j'aime bien le gâtillier quand il y a des problèmes de mastodynie. Ça, à 45 ans, une femme qui commence à avoir des douleurs mammaires, qui passe d'un bonnet D à un bonnet B, ou je sais pas, j'y connais rien dans les bonnets, mais c'est pas grave. Enfin, qui commence à avoir évidemment des tensions et des douleurs mammaires, il faut attaquer avec du gâtillier. Quand il y a de l'endométriose, il faut donner du gâtillier, ça marche bien. Vous avez l'achillée millefeuille aussi qui est intéressant, qui est aussi un petit peu progestérone-like. Voilà. Donc ça, c'est pour les hypoprogestéronémies. Quand il y a un déclin de la progestérone, c'est la préménopause. Et quand il y a un déclin de bon, ça on l'a déjà dit. Donc ça, c'est déclin de la progestérone, donc c'est hyperœstrogénie relative. Et ensuite, quand vous êtes en ménopause, vous êtes en hypoœstrogénie. Vous n'avez plus d'œstrogène, vous n'avez plus de progestérone. Et là, vous avez les bouffées de chaleur, l'état dépressif, les transpirations excessives. Je rappelle la définition de la ménopause, c'est plus de 12 mois sans règles. S'il y a encore des petits saignements ou des spottings, c'est qu'il existe encore un peu d'œstradiol et on ne peut pas encore attaquer un traitement substitutif. En phytothérapie, on pourrait utiliser sauge alchimie, par exemple, une association d'un phytoœstrogène avec une plante à visée progestérone-like. N'oubliez pas la testostérone chez les femmes à la ménopause. Ça, c'est l'hormone jamais traitée par les gynécos, en particulier voilà, les gynécologues face à leurs patientes, alors qu'elle est extrêmement importante. La testostérone, c'est la libido, c'est la masse musculaire, c'est ce qui maintient, c'est ce qui évite la ptose. Au niveau des bras, au niveau des joues, c'est tout ce qu'on n'aime pas trop. Voilà, quand on arrive à 55-60 ans, on perd évidemment de l'élasticité de la peau, on perd de la densité osseuse. Pensez testostérone. Vous ne focalisez pas sur les phytoœstrogènes.
Donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus, il n'y a pas très peu de contre-indications sur les plantes à visée androgénique. Donc moi, j'utilise, alors le travail que je fais chez les femmes entre 45 et 65-70 ans, c'est une grosse majorité de ma patientèle, c'est essentiellement beaucoup de femmes qui arrivent à une période de leur vie où les gynécologues leur disent il n'y a rien à faire, c'est normal, c'est l'âge. Alors ça, c'est le truc qu'il ne faut surtout pas dire, parce que là, vous les déprimez encore plus. Oui, elles savent que c'est l'âge, elles savent très bien qu'effectivement, en vieillissant, les hormones, elles diminuent. Mais il faut leur dire, il y a des solutions. C'est évidemment une perte d'activité de certaines hormones, mais on peut tout à fait y remédier. On peut travailler en préménopause ou en ménopause sur la sérotonine, par exemple, si c'est quelque chose qui ressort de votre interrogatoire, si vous êtes une femme qui a des troubles émotionnels, en travaillant en particulier sur la progestérone. Je vous ai dit, la progestérone est une hormone sédative, anxiolytique, qui aide à dormir. Il va falloir travailler sur la T3, parce que la T3 rend maussade, rend triste. Si on n'a pas assez de T3, ben, il va falloir apporter des cofacteurs. Il faut aussi, travailler sur la microcirculation, parce qu'on commence à avoir des petites varicosités, les jambes lourdes qui apparaissent. Donc là, il faut travailler sur la phyto, le fragon, la vigne rouge. Il faut travailler sur la peau, l'aspect cutané. Il faut leur apporter des solutions avec l'acide hyaluronique, avec les plantes à visée élastique, travailler sur la bourrache, l'onagre, etc., les oméga 3. Il va falloir travailler sur le syndrome prémenstruel avec des plantes comme le gâtillier. Il va falloir travailler sur la fonte musculaire en agissant avec le fenugrec dont je vous ai parlé. Le contrôle du poids, ben oui, c'est la grande inquiétude. Donc, il va falloir travailler là aussi sur le chrome, la cannelle, la berbérine. Donc, vous avez du boulot, hein. La libido aussi, c'est important, travailler sur les androgènes et les troubles digestifs parce qu'à partir de la préménopause et de la ménopause, malheureusement, beaucoup de femmes rentrent en dysbiose, candidose, souvent. Hein, les candidoses apparaissent aussi dans ces périodes-là. Et là, il va falloir travailler aussi sur le climat hormonal si on veut régler les problèmes de dysbiose, de constipation, de ballonnement, de SIBO. Et ça, j'en reparlerai demain, donc on ne va pas s'étendre. Donc, pour la sérotonine, moi, je recommande souvent la griffonia. Pour les problèmes digestifs, j'aime bien la mélisse, surtout quand il y a du stress et de l'anxiété. Pour le déficit en progestérone, j'aime bien l'alchimie, qui a un effet aussi sur la peau. Elle est lutéotrope, sédative, elle aide à s'endormir. Donc, elle est très intéressante. Elle est hémostatique. Quand il y a des fibromes qui saignent, ça, c'est intéressant. L'alchimie, donc, évidemment, elle a des propriétés aussi antibactériennes, antioxydantes. Elle est intéressante parce qu'elle agit sur une enzyme qui est l'élastase. Elle améliore l'élasticité de la peau. Pour la circulation, je vous ai dit, moi, j'aime bien le fragon. C'est une plante extrêmement efficace pour les problèmes de jambes lourdes, de varicosité, quand on commence à arriver aux alentours de la cinquantaine. Alors, c'est sûr, je ne vous dresse pas un tableau sympathique, mais je vous donne des solutions. Moi, je vous apporte des réponses concrètes sur ces petits troubles. Pour la perte du désir sexuel, c'est souvent pas toujours abordé. Hein? Alors, il faut y aller, il faut quand même se lâcher. C'est entre 45 et 63% des femmes ménopausées sont touchées par la perte du désir sexuel. Et donc ça, il y a 0 médicament allopathique. Alors, on a tout fait pour les messieurs avec le Viagra, mais pour les dames, débrouillez-vous. Alors, on a trouvé une solution. Moi, j'avais un produit qui s'appelle Libicare que j'utilisais, qui contient justement le fenugrec. Et effectivement, j'ai eu la chance que CockMed me donne la possibilité de formuler un produit pour mes patients pour ces problèmes de perte du désir sexuel. Testostérone effondré aussi chez la femme ménopausée. Donc, le Libifem, c'est aussi du fenugrec, mais là, on n'est pas sur les mêmes extraits de plantes. Le testophène, ça va être des saponines pour reproduire l'effet de la testostérone. Là, on va avoir une saponine un peu différente pour avoir aussi un effet sur les bouffées de chaleur, mais aussi sur la libido. Donc, les allégations du Libifem, c'est soutien du désir sexuel, favorise la vitalité sexuelle, soutient la qualité d'une vie saine à la ménopause et aide à réduire les symptômes normaux des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur. Alors ça, c'est les études, vous les aurez sur le site Libifem si vous allez sur leur site internet et je ne vais pas les dévoiler. Alors, il y a une autre plante que souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu donnes chez les femmes qui n'ont pas de désir sexuel? Avant qu'il y ait le Libifem, j'aimais bien la Damiana. Je ne sais pas si Mimo connaît, je pense qu'il connaît. C'est une plante que beaucoup de phytothérapeutes utilisent chez les femmes à la ménopause. Alors, on a l'habitude de le donner chez les hommes, mais il ne faut pas oublier que chez la femme, la testo est très importante au moment de la ménopause. Elle possède entre autres une petite activité anti-aromatase qui est intéressante.
Ben voilà, j'ai terminé. Désolé d'avoir été un petit peu long, Alexandra. J'ai dépassé mon temps de parole. Non, mais C'est un sujet qui me passionne. Alors, je ne sais pas faire court. on le savait avec Mimo, c'est pour ça qu'on t'avait programmé en fin de journée. Donc voilà. Demain matin, je suis en matinée, il faudra que je fasse plus court. On sait que quand tu pars, c'est comme un train, hein, difficile de t'arrêter. Voilà, donc effectivement, tous ceux qui sont présents se rendent compte de la chance qu'on a eue d'avoir presque 2 conférences en phyto-hormonaux à la suite, extrêmement riches. Après, c'est compliqué de pouvoir répondre à toutes les questions. J'ai pu copier certains liens vers des sites internet pendant ton intervention. Donc, tu as plein de personnes qui te disent merci, merci, merci. Demain, le docteur Renaud va intervenir de 11h à 11h45 et après, on a Catherine Rossi. Donc, Catherine, elle est bavarde aussi. Donc, bien, 2 bavards à la suite. Voilà. Donc, au pire, je ferai un petit message à Catherine en te disant ne t'inquiète pas, Vincent parle, tu arrives. Mais on verra pour l'intervention. Il y avait des questions au niveau phyto-hormonaux, mais malheureusement, je pense que ça va être compliqué de pouvoir répondre à la totalité des questions. Ils peuvent très bien te donner. Après, c'était peut-être plus pour des conseils au niveau pour les femmes avec des antécédents familiaux de cancer. Est-ce que tu as des plantes un peu plus faciles à conseiller? C'est cette question-là qui est revenue plusieurs fois. Alors, ce qui est cancer du sein, on sait que les phytoestrogènes, il y a une précaution d'emploi, même si aujourd'hui on sait que le soja est plutôt protecteur et même recommandé par les cancérologues, enfin en tout cas ceux que je connais, c'est-à-dire Jean-Louis Mouisset par exemple au Centre Ressources à Aix, il va donner des phytoestrogènes de soja. Vous, en tant que naturopathe, vous amusez pas bien sûr à prescrire des phytoestrogènes, sinon vous allez avoir évidemment les retours de manivelle de certains oncologues. Donc, tout ce qui est phytoestrogène, sauge, houblon, luzerne, etc., tout ce qui contient des actions sur l'action œstrogène-like, vaudra mieux éviter. Par contre, si vous agissez juste sur l'effet progestérone-like, qui a un effet anti-œstrogène, on l'a vu, hein, la chenille, le gâtillier ou l'achillée millefeuille, pas de souci. Si vous agissez plus sur l'effet androgénique, en particulier le produit que j'ai fait pour Copmel, j'ai mis le Damiana parce que ça bloque l'aromatase. Et donc, les femmes qui prennent des anti-aromatases pour des cancers du sein, on m'a demandé l'autre fois, une naturopathe avait demandé à la déléguée de Copmed si on pouvait donner voilà, le produit que j'ai formulé à une femme qui a des antécédents de cancer du sein. Oui, au contraire, puisque le Damiana bloque l'aromatase et qu'il n'y a pas de phytoestrogène, et je l'ai fait exprès. Donc, après, il y a des formules toutes faites. Après, si vous, qu'on trouve dans le commerce, après, si vous voulez juste, évidemment, utiliser certaines plantes avec des titrages ou des infusions ou d'autres formules, faites attention aux précautions d'emploi. Vous avez de toute façon ce qu'on appelle des mentions légales et il faut suivre les mentions légales, il faut bien les lire. Et quand vous avez des labos qui viennent vous visiter, il faut leur demander exactement au niveau des conseils de précaution, qu'est-ce qui est autorisé ou pas. Parce que si le laboratoire n'est pas capable de vous donner ces mesures de précaution, ben, il vaut mieux éviter d'utiliser leurs produits ou leurs plantes parce qu'on ne sait jamais, nous, les interactions. Donc, c'est important d'avoir… Alors, vous les avez sur l'EMA, hein, bien sûr, mais on n'a pas tous le temps d'aller sur la European Medicinal Agency ou le site de Wikiphyto, mais les labos, normalement, vous les fournissent. Bon, merci infiniment, Vincent. Merci, docteur Renaud, de la part de tout le monde. Et effectivement, soyez conscients déjà que les laboratoires partenaires du syndicat des professionnels de la naturopathie font extrêmement attention à toutes ces données. Donc, on a parlé du laboratoire Copmed qui fait partie de nos partenaires, mais il y en a bien d'autres. Vous pourrez les voir les prochains jours. Et bah, j'espère que vous avez apprécié, comme Mimo et moi, cette intervention du docteur Renaud. Merci à vous. À demain.